Bon, donc on va commencer. Juste quelques mots pour présenter le conférencier au très petit nombre de personnes qui ne le connaissent pas déjà. Donc Aurélien Prévost, historien, professeur et conseiller municipal très actif et initiateur de ce cycle des mardis de l'histoire locale et qui va aborder l'occupation Saint-Maur sous l'occupation, sous un angle tout à fait particulier que vous devinez peut-être déjà par le titre qui s'affiche. Donc bonsoir à toutes et à tous. L'histoire de notre commune est d'une richesse inouïe, y compris dans les heures les plus sombres. Et si les archives municipales sont d'une très grande richesse sur un certain nombre de domaines, elles sont également lacunaires sur celle de l'occupation. Mais on pourrait parler de ce sujet pendant des heures durant. Donc, en préparant cette conférence, j'ai fait face à un choix qui était absolument cornélien, soit survoler rapidement de nombreux aspects de la vie saint-maurienne de 1940 à 1944, soit me concentrer sur un aspect plus méconnu. J'ai choisi cette deuxième option, ce qui veut donc dire que je n'évoquerai pas ce soir avec vous les restrictions subies par la population, qui sont globalement les mêmes à Saint-Maur et dans les autres communes de France. De même, j'ai choisi de ne pas parler du sort réservé aux Saint-Mauriens de confession juive, qui est un sujet à part entière pour un prochain mardi de l'histoire. Idem pour la résistance ou la collaboration. Vous allez me dire, il reste quoi? Eh bien, il reste ce qui est annoncé à l'écran, à savoir un point particulier et fort peu traité, et pourtant d'une très grande richesse, qui est la présence allemande à Saint-Maur. Donc, le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne, mais il faut attendre le 10 mai 1940 et l'offensive allemande pour que les opérations militaires commencent véritablement. Rapidement, vous le savez, la débâcle de l'armée française provoque la fuite des populations civiles vers le sud ou vers l'ouest. Le 12 juin, c'est la panique à Saint-Maur et tous ceux qui le peuvent tentent de fuir. La population habituelle de la ville, qui est normalement d'environ 60 000 habitants, passe à 12 000 habitants le 15 juin. Ça vous montre l'exode massif de Saint-Mauriens. Quand les Allemands arrivent ce même jour, de 15 juin justement, une grande partie des maisons sont donc abandonnées. Alors, ce que retient l'histoire locale, c'est que le maire de l'époque, Auguste Marin, obtient des occupants que le drapeau du Troisième Reich ne flotte pas sur la mairie, mais il ne peut interdire ni les perquisitions, ni l'installation de soldats dans sa commune. Et donc, pendant près de 50 mois, la ville est occupée et subit la présence ennemie. Dès le 15 juin 1940, la présence allemande est visible dans la ville, dans la mesure où les soldats perquisitionnent pour rechercher des armes ou des soldats en fuite. La mairie est fouillée le 25 juin et les habitants qui sont restés sur place et qui possèdent des armes, soit les cachent, soit les jettent dans la Marne. Alors une petite anecdote, lorsque j'ai acheté le pavillon que j'occupe, le petit-fils des occupants de l'époque, qui était en vie à l'époque de l'occupation, m'a ainsi raconté que son grand-père aurait enterré un fusil dans le jardin. Il m'a indiqué qu'il avait creusé un peu partout, qu'il n'avait jamais trouvé. J'ai fait aussi des trous pour tout à fait autre chose, et je ne l'ai pas non plus trouvé. Donc, vrai ou faux, on ne sait pas, mais c'est quelque chose qui revient de toute façon dans bon nombre de récits et de témoignages qu'on peut avoir de Saint-Mauriens ou de vieilles familles saint-mauriennes. En vue d'une installation permanente, l'armée recense, à partir du 24 juillet, tous les pavillons inoccupés. Plus de 250 maisons ou immeubles sont ainsi réquisitionnés en 2 temps, globalement. La première vague date de juillet 1940 pour une centaine de pavillons. Jean Suder, qui est venu inspecter la maison de son gendre Henri Picard, rapporte qu'il a trouvé placardé sur la porte du 8 avenue du Potager l'inscription suivante. Et je m'excuse d'avance auprès de tous les germanistes de mon accent allemand abominable. 24 juillet, dieses Haus ist für den Stab den Dienststelle 31317 belegt. Toutefois, 70, donc c'est l'avenue du Potager qui a été réquisitionnée par les Allemands. Toutefois, 70 de ces maisons sont libérées avant la fin de l'année 1940, mais on note que ce sont rarement les plus belles. Une seconde vague commence en 1941.
Vous avez ici, sur ce plan de Saint-Maur, le nombre de maisons réquisitionnées en 1940-41. C'est un état partiel puisque il me reste encore 2 énormes boîtes d'archives à dépouiller, mais qui concernent des réquisitions plus tardives. Donc, sur ce plan, on constate que la quasi-totalité des maisons réquisitionnées en 1941, ça n'apparaît pas sur le plan, sont libérées en juillet 1941, sans avoir été occupées pour la plupart. Faute d'avoir une étude complète des réquisitions en région parisienne, il est impossible de savoir si ces dernières réquisitions de 1941 sont particulières à Saint-Maur ou, au contraire, générales dans toute la région. L'abandon de ces réquisitions en juillet 1941 s'explique facilement par l'invasion de l'URSS le 22 juin de la même année et les besoins en hommes à l'Est. Il n'y a toutefois aucun phénomène d'abandon important après l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942. Alors, si on regarde uniquement les réquisitions qui ont été effectives, c'est-à-dire si on retire toutes les pré-réquisitions de 1941, on obtient ces chiffres. Vous noterez le petit 3 dans le quartier des Bagaudes, qui est moins visible que les autres. Donc, si on fait un premier point sur la localisation des réquisitions, on remarque clairement qu'elles ne sont pas uniformément réparties sur le territoire communal. Près de la moitié se situe dans le quartier du Parc, qui est donc proche de la mairie, et vous noterez qu'il n'y en a quasiment aucune au Mûrier. Il s'agit juste d'un restaurant, qu'il y en a très peu au niveau des Bagaudes. Il y a essentiellement le dépôt de bus, et qu'il n'y en a aucune à la Pie. Donc, dans les réquisitions, eh bien, vous avez, pourquoi près de la mairie? Tout simplement parce que les Allemands ont réquisitionné l'institution Le Noir-Guillou, qui est au 9 avenue des Arts, pour y installer la Standard Kommandantur. Et forcément, ils installent le maximum de soldats dans les alentours. Surtout qu'ils ont également réquisitionné dans la même avenue des Arts l'institution Lutero, qui occupait du 16 au 22 de l'avenue. Ces 2 établissements étaient vides en raison des vacances d'une part, et du transfert de la plupart des pensionnaires de l'institution Le Noir-Guillou en Bretagne. L'institution Le Noir-Guillou est une institution très particulière, puisqu'elle accueille des jeunes filles que l'on disait retardées, et étaient donc avec un handicap mental. Et Madame Le Noir-Guillou, ayant senti que la présence de ces enfants en région parisienne ne pouvait pas garantir leur sécurité, s'est repliée en Bretagne, là où elle avait de la famille, et elle a déménagé plusieurs fois pour pouvoir se réimplanter en Bretagne, dans le berceau familial, et ainsi sauver ces jeunes filles. Si on continue, on constate donc que l'institution Lutero, si vous le voyez, est située juste à côté de l'institution Le Noir-Guillou. Ici, il s'agit de l'avenue du Potager, de la première maison réquisitionnée dont je vous ai parlé. Des inventaires du 26 septembre 1943 permettent de comprendre l'organisation des lieux entre l'institution Lutero et l'institution Le Noir-Guillou. Le lieutenant réside au rez-de-chaussée du 9, c'est-à-dire chez Le Noir-Guillou, où se trouvent également 13 autres chambres et des bureaux. Le 16 avenue des Arts est exclusivement consacré au logement des troupes, dont certaines dorment en dortoir, tandis que l'on trouve une réserve de munitions et de gaz au 20 de l'avenue des Arts, ainsi que de dortoirs, le logement de Gastower qui est l'interprète, la cuisine, le magasin des vivres et le réfectoire qui comporte 72 chaises. Une grande partie du tronçon de l'avenue des Arts, compris entre l'avenue du Grand Chêne et l'avenue du Potager, est occupée par les Allemands, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. Le docteur Noël, qui habite à côté, puisqu'il résidait à l'époque 22 avenue Émile Zola, juste derrière la mairie, rapporte que le secteur de l'avenue des Arts était alors consigné et qu'il ne pouvait s'y rendre qu'en sa qualité de médecin lorsqu'une personne était malade. Sinon, l'accès est interdit. Malgré la présence de l'hôtel Printania, qui est au début de la rue, les capacités d'accueil de l'avenue des Arts sont insuffisantes, d'où d'autres implantations dans le quartier, que ce soit avenue du Grand Chêne, c'est-à-dire l'actuelle avenue du Général Leclerc, au square des Arts, c'est-à-dire le square Germaine-Tillon, ou l'avenue de Curty. Les autres réquisitions se situent dans le quartier de Champignol, à La Varenne ou à Saint-Maur-Créteil, où, comme je vous le disais, les Allemands réquisitionnent et occupent le dépôt de bus de boulevard Maurice Berthaud, du 30 juillet 1940 au 4 octobre 1940.
Ils occupent aussi une maison au 108 boulevard de Créteil, un pavillon au 171 et un immeuble un peu plus loin. Alors, le second élément sur lequel on peut s'interroger, c'est le choix de la maison. Comme le rappelle régulièrement Auguste Marin aux administrés qui viennent se plaindre de la réquisition de leur pavillon, je cite, « Seules les troupes allemandes choisissent leur cantonnement et nous ne pouvons que nous conformer aux indications qu'ils nous ont données. Il n'existe aucune source allemande expliquant les choix réalisés, malheureusement. L'armée d'occupation réquisitionne maisons bourgeoises et petits châteaux comme maisons d'employés et exceptionnellement un appartement dans un immeuble. Un seul. Pourquoi ? Nul ne le sait. Plusieurs fermes sont également sur la liste, comme la ferme du Petit Parc, qui est située aux 2 avenue des Élantes pour y loger les chevaux. La ferme du Petit Parc est aujourd'hui disparue, remplacée par 2 pavillons. Elle se situait en face du square Victor Bach, à l'entrée de l'avenue des Élantes. Donc, toutefois, la majorité des biens immobiliers sont de magnifiques villas, à l'image de la propriété du radiologue Émile Tapon, située au 18 rue Sainte-Catherine, qui est, je cite, une des plus importantes du quartier de la Varenne. Il faut dire que le terrain fait quand même 7000 m². C'est pas petit. Et la maison est à la hauteur du terrain, puisque, ayant été passablement abîmée par l'occupation allemande, alors même que ce n'étaient que des officiers qui y habitaient, on a une description précise de tous les dommages qui y ont été causés, et c'était une magnifique propriété qui d'ailleurs existe toujours. Donc, globalement, quelles sont les maisons que les Allemands réquisitionnent ? Eh bien, ce sont de belles maisons bourgeoises, construites sur de grands terrains et bénéficiant de tout le confort moderne, que ce soit de l'eau courante, le gaz d'éclairage, l'électricité, le chauffage central, et même pour certaines dans le quartier du Parc, le tout à l'égout. Elles sont équipées de salles de bain, ce qui est très 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 loin d'être une généralité à Saint-Maur à l'époque. Mais cependant, certaines demeures plus petites sont également réquisitionnées, comme absolument flambant neuves, comme le 12 avenue de la Grange, que vous voyez ici, en rouge. Là, c'est l'institution Lutero, là, le Noirguillou. Donc, cette maison, qui est une maison d'employés, on va dire, a été édifiée en 1937. En 1940, elle est toute neuve, même si elle ne possède que 4 chambres. Eh bien, les Allemands la réquisitionnent. Et on peut également noter que le 8 avenue du Potager, la première maison dont je vous avais parlé, a été réquisitionnée alors même qu'elle est toute petite, mais avait été intégralement refaite à neuf en 1939, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui peut donc aussi expliquer ce choix. Si l'on en croit l'architecte communal, l'immense majorité des demeures réquisitionnées sont en excellent état d'entretien. Alors, troisième élément, pourquoi les Allemands choisissent telle ou telle maison ? Eh bien, tout simplement parce que ces maisons sont vides. En effet, les occupants peuvent avoir quitté la ville devant la poussée ennemie, ou ils sont militaires mobilisés, ou il s'agit de résidences secondaires habitées au mieux 6 mois dans l'année. À la demande de l'occupant, la ville fait procéder à leur ouverture. Un serrurier ouvre les portes ou les forces quand le pavillon est bien protégé. Ainsi, dans son courrier du 14 septembre 1940 au maire de Saint-Maur, Edmond Rizier, qui habite Paris, raconte la scène qui s'est passée à son domicile du 81, quai de la Varenne, qui était une résidence secondaire. Je cite, « Monsieur le maire, vous avez accordé aux autorités allemandes l'occupation de ma villa 681, quai de la Varenne. À cela, je n'ai rien à dire, c'est la guerre. Mais votre administration aurait pu, me semble-t-il, me téléphoner en temps utile, à mon domicile, à Paris, pour me demander d'apporter les clés, au lieu de forcer les portes du jardin et du garage, pour ensuite, à l'aide d'un marteau, d'un burin et d'une pince monseigneur, s'attaquer aux portes et aux persiennes en fer de ma maison, sans succès, d'ailleurs. Quand les habitants reviennent donc à Saint-Maur, ils trouvent donc leur maison occupée. Une fois les troupes d'installation installées, il n'est plus possible aux propriétaires ou aux locataires de se rendre à leur domicile. Par conséquent, où habiter ? La mairie sert d'intermédiaire entre les Saint-Mauriens et les autorités allemandes. C'est la mairie qui est chargée de prévenir les propriétaires et ou les locataires de la réquisition de leur logement et à la fin de la réquisition. Mais il arrive parfois que le courrier n'arrive pas à son destinataire. C'est la guerre. Ensuite, c'est la mairie qui transmet aux autorités d'occupation les demandes de levée de réquisition. Mais le maire, Auguste Marin, est très malade et même s'il s'investit au mieux pour la défense de ses concitoyens, il reste extrêmement fatigué.
Jean Suder, celui du 8 avenue du Potager, écrit d'ailleurs au maire par lettre qu'il s'excuse, je cite, « d'avoir troublé 30 secondes votre repos, que vous méritez tant car je connais votre labeur et votre âge. » C'est vous dire. Beaucoup de Saint-Mauriens, dont l'habitation a été réquisitionnée, se plaignent de l'absence d'aide des services municipaux. Bourdier, qui habite au 13 avenue des Arts, s'en offusque dans 2 courriers. Le 13 avenue des Arts, c'est la maison qui se trouve ici et qui, à l'époque, le terrain faisait la totalité de l'angle entre l'avenue des Arts et l'avenue du Potager. Aujourd'hui, la maison a été transformée en appartement et un immeuble a été construit il y a une vingtaine d'années à l'angle. Mais la propriété faisait tout ce rectangle rouge. Là aussi, les Allemands ont bien choisi la maison. Donc, Bourdier, je cite, « J'ai demandé à mon retour avec ma femme et mes 3 enfants conseil, secours ou aide à la mairie de Saint-Maur. Il m'a simplement été répondu « Rien n'est prévu, débrouillez-vous comme vous pourrez. » J'ai été obligé de louer un pavillon meublé au 88 avenue Foch. Ce sentiment d'abandon perdure en 1941, comme l'écrit dans une lettre au maire Madame Mélin le 25 février 1941, je cite, « À la mairie, je n'ai pu obtenir personne. » Auguste Marin lui répond simplement d'écrire en allemand une demande à la commandanture de Nogent. À partir de décembre 1942 et surtout 1943, on remarque que la ville parvient plus facilement à lever certaines réquisitions. Ceci s'explique pour plusieurs raisons. L'invasion de la zone libre, le 11 novembre 1942, entraîne de fait la baisse des effectifs des troupes d'occupation en zone nord. Les difficultés rencontrées par le Reich sur le front Est en 1943 accélèrent le mouvement. Moins nombreux, les Allemands ont moins besoin de cantonnements qui ne sont occupés que de manière épisodique, ce qui entraîne d'ailleurs des cambriolages. Il est donc possible de restituer certains biens à leurs propriétaires. Dans les courriers signés du nouveau maire annonçant la bonne nouvelle, il est cependant toujours fait mention de démarches personnelles effectuées par Johannes Stett, le nouveau maire, pour obtenir cette levée de réquisition. Il est manifeste que les rapports entre le maire et l'occupant sont radicalement différents de ceux entretenus par Auguste Marin. Johannes Stett est un industriel dont l'activité se poursuit à Paris et qui n'hésite pas à payer des publicités en allemand dans certains journaux destinés à l'occupant. Et si vous regardez, donc vous avez ici une publicité qui a été publiée dans le Pariser Zeitung du 27 mars 1944. Ainsi, en décembre 1942, Johannes Stett obtient la levée de la réquisition du 52 bis avenue du Grand Chêne et il multiplie les démarches pour d'autres propriétaires en 1943. Ainsi, après un premier refus essuyé en 1942, il obtient la levée de la réquisition qui pesait sur le 64 avenue Thiers, le 30 mars 1943, grâce à ce courrier et probablement quelques échanges téléphoniques mentionnés dans une autre missive. Je cite le message de Johannes Stett. « Monsieur le Kreiscommandant, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la levée de la réquisition qui pèse depuis le 1er décembre sur le pavillon 1940 sur le pavillon 6 à Saint-Maur, 64 avenue Thiers, appartenant à monsieur Leparoux, demeurant actuellement 126 rue de la Boétie à Paris. » En effet, cet immeuble n'ayant été occupé que de façon intermittente est totalement inhabité depuis plusieurs mois. Il a été l'objet de cambriolages ainsi qu'il vous en a été fait part. Cette mesure mettrait fin à toutes les tentatives et permettrait au propriétaire malade de trouver le repos nécessaire à son état de santé. Car Johannes Stett semble également plus à l'écoute des demandes de ses administrés. Là où Auguste Marin répond qu'il a le regret de vous connaître, qu'il est hors de ma compétence de vous autoriser à vous pénétrer dans votre pavillon, 6 à Saint-Maur, 52 bis avenue du Grand Chêne, et qu'il appartient donc au propriétaire René Bouillon de solliciter cette autorisation par une requête rédigée en langue allemande et adressée à la Kreiskommandantur de Paris-Est, Johannes Stett propose de faire traduire les demandes à la mairie et de les envoyer ensuite à Nogent. Cependant, on voit bien qu'il reste parfaitement lucide et qu'il sait qu'il ne peut obtenir la levée de toutes les maisons. Johannes Stett répond également plus favorablement à des demandes qui sont assez exceptionnelles. Ainsi, le 29 octobre 1941, René Bouillon demande au maire de Saint-Maur de lui envoyer son poste de TSF, c'est-à-dire de radio, que la mairie a fait prendre dans son pavillon occupé par les troupes allemandes, car, je cite, « La saison d'hiver à la campagne est longue et les soirées bien monotones ». René Bouillon était effectivement parti s'implanter dans une de la famille du côté de la Nièvre. Le 8 novembre 1941, le maire indique qu'il tient son poste de TSF à sa disposition, mais qu'étant donné la fragilité de l'objet, il lui paraît imprudent de le faire expédier.
Toutefois, si René Bouillon insiste, il le fera envoyer aux risques et périls du destinataire. Le 10 décembre 1941, le poste est cependant envoyé par chemin de fer, par colis postal. Le paquet a été fait avec beaucoup de soin par la mairie et le poste a été entièrement bourré de fibres de bois pour éviter tout dommage. Le maire demande néanmoins le remboursement des frais d'expédition qui sont de 16,50 francs. La mairie a besoin d'argent. Pour le même René Bouillon, toujours lui, Johann Estet parvient à récupérer un piano. Et après une démarche personnelle auprès des autorités allemandes, le dit piano, qui avait été porté dans un foyer de ce soldat, lui est rendu par les services allemands et livré à domicile. On pourrait penser que René Bouillon est heureux de l'action de la mairie. Eh bien non. Ce même Bouillon se plaint que la mairie lui a refusé de lui remettre 3 kilos de bons matières qui lui étaient nécessaires pour obtenir une serrure et des clés. Et je cite, « Son seul recours est donc de tâcher d'en trouver au marché noir. Il lui faut donc avoir recours aux seuls moyens que favorise le gouvernement actuel au détriment des plans honnêtes. » C'est quelqu'un qui a une grande reconnaissance de l'œuvre accomplie. Donc, un certain nombre de biens réquisitionnés sont libérés. Et la réponse, jamais motivée, est extrêmement variable. Mais les autorités allemandes semblent, a priori, particulièrement sensibles aux cas d'anciens combattants qui ont été blessés durant la Première Guerre mondiale, ou même en 1939-40. Une certaine bienveillance semble également de mise pour les familles qui se trouvent en mauvaise santé et aux veuves de guerre. À défaut de retrouver la totalité du logis, les propriétaires ou locataires demandent à occuper 2 chambres, une seule pièce, un grenier, un débarras. Ainsi, Alfred Bothio raconte le 3 avril 1941 comment il est parvenu à récupérer une partie de son logement du 8 avenue de Curté. Alors le 8 avenue de Curté, c'est cette propriété qui est ici, l'avenue de Curté est là, ça c'est l'avenue du Potager. Aujourd'hui, vous avez 2 pavillons qui ont été construits dans le jardin, mais le 8 existe toujours. Donc, je cite Alfred Bothio, « À mon retour d'évacuation, le 28 août, 2 mansardes ont été, sur mon insistance, remises à ma disposition, ma femme et mon beau-père étant gravement malades. Ils sont tous 2 décédés depuis, tout le reste a continué d'être occupé. » Cependant, si les demandes sont refusées, les propriétaires ou locataires espèrent au moins pouvoir récupérer une partie de leurs affaires. Des meubles, des éléments de cuisine, des vêtements ou des souvenirs de famille, ou encore la provision de charbon. Quand ils essuient un nouveau refus, ils se contentent de solliciter le droit de cultiver le jardin pour pouvoir se nourrir. À partir de 1941, les propriétaires des propriétés réquisitionnées sont très nombreux à demander l'autorisation pour eux, pour leurs proches, effectivement, d'entretenir ou de cultiver leur jardin, précisant à chaque fois qu'ils s'engagent à ne pas rentrer dans leur maison. Et dans l'immense majorité des cas, la commandanture accepte cette autorisation. Chassés de chez eux, propriétaires ou locataires peuvent se replier dans leur domicile de Paris ou être hébergés par des voisins compatissants, ou encore vivre dans une pension de famille ou à l'hôtel. En fonction de leurs ressources, ils sont ou non aidés par la ville. Certains propriétaires, dont le logement fut réquisitionné un temps, prennent ensuite leurs précautions lorsqu'ils doivent s'absenter. Le 2 décembre 1940, Louis Jean-François prévient ainsi Auguste Marin, je cite, « qu'en exécution de son ordre de mission Ausweis 83-769, délivré à Paris le 30 novembre 1940, il sera absent de son domicile pendant quelques jours. » Il ajoute qu'il le prévient à toute fin utile et aussi afin d'éviter une nouvelle occupation de mon pavillon. On n'est jamais trop prudent. Non seulement les habitants perdent l'usage de leur maison, mais les compteurs d'eau, de gaz ou d'électricité continuent de tourner à leurs frais. Enfin, si les occupants commettent des dégâts qui rendraient la maison inhabitable, les propriétaires sont tenus de faire les réparations. Travaux de plomberie pour panne de chaudière ou de chauffe-eau, ou même gros travaux de maçonnerie suite à un feu de cheminée provoqué par la mise à feu d'un énorme morceau de tronc d'arbre, voire même la réfection d'un toit réclamé par les Allemands. La circulaire du 31 juillet 1940 du délégué général du gouvernement dans la zone occupée est le premier texte régissant les réquisitions allemandes et leur indemnisation. Je cite, « Les dépenses afférentes aux réquisitions de logements et de cantonnement des troupes d'occupation devront être payées directement par les autorités françaises. Les propriétaires et locataires des biens et services réquisitionnés sont donc indemnisés par le gouvernement français. » Ça, c'est la théorie. Beaucoup vont attendre très longtemps leur indemnité. Et ils se plaignent à qui ? À la mairie, qui dit « on a transmis le dossier ». Attendez,
Et ils attendent. Donc, en théorie, les propriétaires ne sont pas donc obligés de payer les factures d'eau, gaz, électricité, qui sont souvent très élevées. C'est l'État. Mais pour être indemnisé, il faut faire une déclaration déposée en mairie, en spécifiant la nature et la durée de l'occupation, le grade et le nombre de militaires, le nombre de chambres et de lits occupés. Il faut également joindre une copie de la police d'assurance et, dans certains cas, la mairie se déplace pour faire un état des lieux, mais c'est très rare. Le maire délivre un récépissé et ensuite l'indemnité est versée un jour. Alors, les Allemands, ils ne se contentent pas de résider à Saint-Maur. Ils sont également visibles dans la ville. Chaque jour, au moins au début de la guerre, nous étions mêlés aux occupants. Peu à peu, ils se fondent dans le paysage, on ne fait plus attention. Tels sont les souvenirs d'un jeune garçon du quartier de Saint-Maur-Créteil. La présence allemande dans la ville est de toute façon forcément limitée. Au vu des réquisitions, on peut estimer qu'une centaine d'hommes environ occupent Saint-Maur en 1940 et beaucoup moins par la suite. Cependant, cette présence d'uniformes ennemis, pour la grande majorité des habitants, est au moins pesante et souvent insupportable. Alors, les soldats, quand sont-ils visibles ? Les soldats sont visibles quand ils font leur travail. Ils surveillent les ponts, les voies ferrées et, comme ici, la commandanture de l'avenue des Arts. Ils sont visibles à la mairie, où ils installent un service spécial de renseignement pour tout le canton, de 10h à 12h tous les jours ouvrables. Ce bureau est d'abord tenu par Gastauer, ancien secrétaire de la Standortkommandantur, auprès de qui les intéressés, je cite l'Union régionale du 3 mai 1941, trouveront le meilleur accueil et les renseignements les plus sûrs. Vu le sort qui semble avoir été réservé au dénommé Gastauer par la suite, on peut douter de cette phrase, puisque certains disent qu'il a été purement et simplement fusillé par les Allemands. Par la suite, les horaires d'ouverture changent. Ainsi, à partir du 19 septembre 1941, le capitaine Heinrich Imbrescheit, commandant la place, informe le public des nouveaux horaires. Les Saint-Mauriens ne peuvent se rendre à la Standortkommandantur que de 11h à midi, sur présentation d'une lettre ou d'une convocation, tandis qu'un bureau est ouvert à la mairie tous les jours, sauf le mercredi, de 14h à 16h. Les horaires sont donc réduits, certainement parce que la présence allemande s'est réduite. Il est toujours nécessaire de passer par les occupants pour obtenir la libération de son logement réquisitionné, pour obtenir un laissez-passer, comme ici, pour la zone libre. Pour faire viser son certificat de libération pour les militaires jusqu'au 16 septembre 1940, ou pour faire une demande de libération d'un prisonnier. Il est rappelé que toute demande doit être rédigée en allemand ou en français avec une traduction en allemand. Rapidement, on l'a vu, la mairie propose un service de traduction, mais il faut parfois s'adresser aux autorités de Paris. C'est le cas, par exemple, pour tous travaux de construction dépassant 100 000 francs ou pour tous travaux de démolition. Il est indispensable de passer par la préfecture de police qui transmet à la préfecture de la semaine, qui transmet aux Allemands. Les demandes doivent être rédigées en allemand. Ça, on l'a vu. On peut sans doute aussi trouver dans ces bureaux de la Standortkommandantur ou dans les bureaux ouverts par les Allemands à la mairie des brochures de propagande sur la vérité au travail en Allemagne, avec des affirmations sur la défaite inéluctable des Anglais et évidemment la victoire allemande, cela va de soi, pour les troupes d'occupation. C'est également à la commandanture de l'avenue des Arts que sont déposées les dénonciations de résistants ou de juifs, sachant qu'il y a des récompenses qui sont offertes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 francs. C'est une somme assez importante. Les Allemands sont également visibles à Saint-Maur quand ils provoquent un accident. Ainsi, le 7 juillet 1944, un camion circulant à vive allure provoque la mort de Madame Lefebvre. Le chauffeur s'enfuit. Aucune poursuite n'est possible. Les Allemands sont visibles quand ils sont en représentation officielle, comme lors des obsèques des victimes du bombardement d'avril 1944, où des officiers sont présents lors de l'inhumation des victimes. Les Allemands sont visibles quand ils surveillent la production des entreprises contraintes de travailler pour eux, comme les usines Gourdouesseur, le garage Comain, l'usine Volcan, la bonnetterie Capel, avenue des Élantres, le fabricant de bonbons Mel, de roulements à billes Podesta, des produits photographiques As de Trèfle, etc. Pour les entreprises, grandes ou petites, il est difficile d'échapper aux réquisitions. Les Allemands sont visibles quand ils accompagnent la police française à la sortie des gares pour contrôler les voyageurs et arrêter les juifs ou les jeunes gens pour le service du travail obligatoire.
Les Allemands sont visibles quand ils procèdent à des réquisitions, en particulier de métaux. Ainsi, le 29 mai 1942, une circulaire préfectorale avertit les maires que le ramassage des ferrailles et débris de voitures pour l'Allemagne est suspendu du 1er mai 1942 jusqu'au 30 avril 1943, en dehors du butin de guerre non contestable et des débris des ateliers des réparations allemandes. À la suite d'une initiative d'une commandanture de province, en effet, des mairies avaient été obligées de collecter des ferrailles pour l'ennemi durant cette période, alors même que ces prélèvements devaient cesser. Vous avez ici le document tiré des archives municipales qui raconte. Cependant, dans le même temps, un recensement est entrepris à partir d'octobre 1942, suite à une circulaire préfectorale du 15 septembre de la même année, dans les églises communales pour inventorier tous les métaux non indispensables au culte. Le recensement est effectué par le conservateur du musée, par l'architecte communal, aidé par Antoine Chiclin, le conservateur du musée, et c'est ainsi qu'ils se rendent dans les églises Saint-Nicolas et Notre-Dame du Rosaire. Dans cette dernière, l'abbé Daniel a déjà effectué un pré-recensement qu'il remet à François Urbani, maire adjoint et futur maire de Saint-Maur, Antoine Chiclin et Boyer représentant l'architecte communal. Aucune trace de visite n'est trouvée dans les archives pour les autres églises de Saint-Maur et les autres paroisses, et en particulier Saint-Hilaire, qui est également une église communale. Vous pourrez imaginer qu'ils ne se rendent pas à Adanville, qui n'est pas une église communale, ou à Sainte-Marie-aux-Fleurs, mais Saint-Hilaire n'est pas à visiter a priori. Alors, chaque objet en métal est classé dans une catégorie. Il y a la catégorie A, c'est les objets inutiles ou hors d'usage. La catégorie B, les objets utiles dont le remplacement ne s'impose pas immédiatement. Et enfin, la catégorie C, objets dont le remplacement s'impose immédiatement. Vous avez une dernière catégorie qui protège les objets des différents prélèvements. Curieusement, ou pas d'ailleurs, on note dans ces recensements que ce sont les deux dernières catégories qui sont les plus remplies en général par ceux chargés des inventaires. Il s'agit donc de préserver le patrimoine local et surtout d'éviter de fournir des métaux à l'Allemagne. Même s'ils sont un petit peu limités dans leur volonté, car les instructions sont très précises. Par exemple, pour le maître-autel, c'est-à-dire l'autel principal de l'église, sont hors prélèvement le crucifix et les chandeliers, c'est-à-dire les garnitures liturgiques de base. En catégorie B, c'est-à-dire pouvant être réquisitionnés, les vases et garnitures ornementales, ainsi que la moitié du luminaire ornemental, c'est-à-dire les lustres, torchères, candélabres. En catégorie C, c'est-à-dire devant être réquisitionnés plus tard, l'autre moitié du luminaire. À Saint-Nicolas, il est noté à propos des objets en métal se trouvant dans la chapelle Notre-Dame des Miracles, c'est tout le paragraphe qui est ici, et qui est assez intéressant. Je vous le lis. La chapelle de Notre-Dame des Miracles fait l'objet d'une vénération spéciale de la part des fidèles. Un pèlerinage, dont l'origine remonte à la fondation de l'abbaye de Saint-Maur, a lieu chaque année. La confrérie de Notre-Dame des Miracles a reçu l'approbation du pape Urbain VIII en 1627. La Vierge miraculeuse, statue en bois du XIe siècle, qui se trouve dans le sanctuaire, est comprise depuis 1867 dans les objets classés dans les monuments historiques. Pour ces raisons, les objets de luminaires de cette chapelle, qui représentent des ex-voto des fidèles, ont été inscrits dans la catégorie hors prélèvement. Alors, je précise tout de suite que ces recensements n'ont débouché sur rien, puisqu'au final, les Allemands ont abandonné l'idée de réquisitionner tous les objets de culte en métal, et donc rien n'a été retiré des églises de Saint-Maur. On peut aussi croiser les Allemands au moment de leurs loisirs collectifs, quand ils vont se laver au bain-douche de l'avenue Diderot, quand ils vont aux séances du cinéma du Palace à la Varenne. Alors le Palace, c'est un cinéma qui a aujourd'hui disparu et qui était situé un petit peu en retrait de l'avenue du Bac. Vous avez ici la gare, vous avez ici le passage à niveau, aujourd'hui un pont, et vous avez ici l'immeuble un petit peu Art Nouveau, et le cinéma était derrière, au bout de la ruelle. Ce cinéma a en effet été réquisitionné entre les mois d'août et de novembre 1940 et les soldats ont ainsi pu bénéficier de 21 séances le samedi soir.
au grand désespoir du propriétaire de ce cinéma qui a supporté des frais importants sans avoir des rentrées d'argent équivalentes, puisque c'était ces séances-là qu'il aurait aimé proposer au public saint-maurien. Et il trouvait que n'avoir que son cinéma réquisitionné était finalement, alors que les autres pouvaient continuer à fonctionner, était une entorse à la concurrence. Et donc il se plaint très fort. On peut aussi croiser les soldats au moment de leur loisir individuel. On trouve ainsi de nombreux militaires dans les cafés, on trouve aussi les militaires lorsqu'ils écoutent de la musique, excusez-moi, avec des concerts qui ont été donnés au kiosque de la Varenne en novembre 1940, 2 concerts dont l'Union régionale indique qu'ils étaient de grande qualité. Les Allemands vont également au café, comme ici au Café de l'Horloge, ou à la Tour d'Argent, c'est-à-dire actuellement le Foch, qui était juste en face, ou encore au Chalet Champignol, ou au Petit Ritz à la Varenne. Un immeuble complet est transformé en hôtel de passe boulevard de Créteil, près de l'impasse Lefort, c'est-à-dire près de la place du Théâtre et du Lido aujourd'hui. Les soldats n'ont donc aucune difficulté à trouver de la compagnie. Dès le 28 septembre 1940, 5 jeunes filles, dont 4 mineurs, sont arrêtées pour racolage sur la voie publique. Par la suite, le phénomène augmente et la prostitution est pratiquée à domicile, ce qui est plus sûr, ça évite de se faire rafler pour prostitution. Ainsi, dans la rue du Travail, tout un programme, une jeune personne recevait régulièrement des officiers allemands chez elle. Le voisinage estimait qu'elle menait une mauvaise vie. En 1944, c'est curieux, elle disparut quelque temps, avant de revenir et de recevoir à son domicile des soldats américains, voyons. On peut également trouver les Allemands dans toutes les boutiques où ils achètent à bon compte. En effet, par décision des autorités d'occupation, le Reichsmark a un taux de change sans rapport avec la réalité. Il vaut 20 francs pour une valeur réelle d'échange de 11 francs. Et puis, même avec ces conditions avantageuses, il arrive que le soldat refuse de payer. Et ainsi, on peut donner l'exemple d'un soldat allemand qui se fait héberger gratuitement à l'hôtel et part sans payer en novembre 1940. Les soldats allemands sont surtout visibles quand ils occupent des maisons réquisitionnées. Nous l'avons vu, les soldats allemands ont choisi des maisons confortables et bien pourvues en meubles et nourriture. Au vu des demandes d'indemnité déposées en mairie, ils mènent une vie de cocagne et bénéficient d'une discipline pour le moins relâchée. D'autant qu'officiers ou sous-officiers sont bien les derniers à montrer l'exemple. Les soldats allemands s'emparent de tout ce qu'ils veulent et font la fête avec le fruit de leur rapine. La plupart se conduisent en soudard. Aucun inventaire avant occupation n'a été réalisé par la mairie. Cette absence d'état des lieux est bien sûr intéressante pour les Allemands. Impossible de connaître exactement ce qui a disparu après leur passage. Ainsi, lorsque mademoiselle Marin de Saintet revient chez elle au 14 bis avenue du Grand Chêne, elle constate que sur les 4,5 tonnes de charbon qu'elle avait fait approvisionner pour l'hiver, il ne reste plus que 150 à 200 kilos, après occupation par les Allemands. Elle écrit donc à la Kreiskommandantur pour demander la restitution de 3,5 tonnes, qui lui répond le 13 octobre 1941, je cite, « En réponse à la demande formée par mademoiselle Marin de Saintet, 14 bis avenue du Grand Chêne au parc Saint-Maur, transmise par la mairie et concernant la restitution de 3,5 tonnes de charbon que les troupes allemandes auraient employé dans la dite maison, je vous communique qu'après le départ de la troupe, la maison en question fut remise réglementairement par la mairie à la place locale et qu'aucune disparition de charbon ne fut constatée. D'après l'état de choses existant, il ne peut donc pas de notre part être satisfait à la demande de restitution de charbon. » Quittons un petit peu le parc pour nous rendre à Champignol, au 7 rue de la Maison Brûlée, dont vous voyez ici la photo de la maison actuelle. Cette maison était habitée par Maurice Breton et elle est occupée du 27 juillet au 23 août 1940. Et dans sa demande d'indemnité, Maurice Breton fait la liste des provisions consommées par les 6 occupants de sa demeure durant ces quelques semaines. 120 bouteilles de vin blanc, 60 bouteilles de champagne, 5 bouteilles de vin rouge, 5 conserves de fruits et légumes, 2 litres d'huile d'olive, 4 litres d'huile d'arachide, 40 morceaux de savon, 2 kg de café, 2 kg de riz, 2 kg de pâtes, 15 kg de sucre, 6 paquets de tapioca, 1 kg de cacao, 500 g de thé, 2 boîtes de 50 cigares.
Alors, dans cet inventaire à la Prévert, les consommations les plus étonnantes sont celles de savon et de boissons alcoolisées. Parce que si l'on fait un rapide petit calcul, on constate que ça fait quand même plus d'une bouteille par jour et par personne. Alors, probablement a-t-on assisté à une mutualisation des ressources avec les autres cantonnements et à la revente éventuelle de certains produits. En effet, la pénurie de savon se fait déjà sentir en septembre 1940, donc il est probable que tous les savons n'ont pas été utilisés par les Allemands, mais qu'une partie a été soigneusement revendue discrètement. En effet, si on compare avec les 8 soldats qui occupent la propriété de Lucie Graff du 26 avenue Marinville, eux ne consomment que 70 bouteilles de vin à 8 entre le 1er et le 20 août 1940. Ils ont vraiment été très très raisonnables. Les objets sont également, et ça on le constate, souvent déplacés d'une maison à l'autre. Ainsi, Louis Raymond récupère le 12 décembre 1941 auprès de Gastoer, je rappelle, interprète allemand, le frigidaire qu'il avait été contraint de prêter au colonel Heinck et qui s'était retrouvé ensuite chez l'interprète. C'est un exemple, il y en a partout, et à la Libération, les gens ont fait le tour des maisons réquisitionnées pour essayer de récupérer qui sa table de nuit, qui son sommier, qui son lit, et ainsi de suite. La ville stockant tout ce qu'ils pouvaient récupérer et qui n'appartenait pas aux gens sur la déclaration de leur bonne foi, dans différents hangars où les gens pouvaient faire leur marché. Plus la durée de l'occupation augmente, et plus les pillages sont évidemment importants. Joseph Oppenheim, qui habite aux 60 promenades des Anglais, déplore ainsi la perte de 1200 bouteilles de vin fin en 1944, c'est-à-dire la totalité de sa cave. Les occupants utilisent bien sûr les combustibles à leur disposition et une grande partie des dossiers de réquisition mentionnent la consommation de charbon par les Allemands. L'arrivée de l'hiver et la nécessité de se chauffer augmentent de manière considérable les volumes consommés. Ainsi, du 27 juillet au 25 novembre 1940, 6 soldats allemands ont consommé 1,5 tonne de charbon pour chauffer une maison bourgeoise de 11 pièces au 33 avenue du Grand Chêne. Alors, les habitants constatent aussi des vols de vêtements et de linge de maison. La famille Capet, qui habite au 12 avenue des Élantes, c'est-à-dire ici, une propriété qui a aujourd'hui disparu et qui est distante de quelques dizaines de mètres de la ferme du Petit Parc. Donc cette famille découvre et constate la disparition de nombreux vêtements et linges pour un montant de plusieurs milliers de francs. Alors parmi les vêtements volés, je vous ferai grâce de la liste complète, néanmoins je vais vous en citer quelques-uns. On trouve entre autres une robe de soirée, jupe longue, un corsage en dentelle, un chapeau de dame, 5 chemises en crêpe de Chine, 4 combinaisons en soie, 10 mètres de soie blanche, 10 mètres de soie rose, des couverts damassés, des couverts brodés, des serviettes éponges, une robe de soie, une robe en crêpe de Chine et une nappe brodée main. Alors, autant vous le dire tout de suite, il est fort peu probable que ce soit les soldats allemands qui aient porté ce genre de vêtements. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on le sait, puisque ces vêtements ont été volés par les femmes qui accompagnaient les soldats. Et elles ont été arrêtées. Elles ont avoué, et ensuite elles ont été condamnées le 10 janvier 1941. Cette mention de femmes françaises accompagnant les soldats et se livrant à des rapines se retrouve dans beaucoup de dossiers. Toutes les réquisitions de logements entraînent des dégradations. Parfois, mais il faut être honnête, c'est très rare, elles se limitent à quelques verres ou carreaux brisés, des assiettes ébréchées, ainsi qu'à l'obligation de laver et blanchir draps, serviettes, torchons et nappes. Car très souvent, les propriétaires se plaignent de l'état de saleté dans lequel leur logement leur est rendu. L'occupant n'entretient pas les sols. Ainsi, les tapis et moquettes du 32 avenue des Élandes, qui étaient neufs en 1940, sont tous mangés au verre, par exemple. Tous les meubles gardines velours sont détériorés, je cite, parce que saccagés par les Allemands. René Bouillon, toujours lui, celui de la TSF, rappelez-vous, demande l'autorisation, en avril 1941, de venir dans son pavillon toujours réquisitionné, mais vide, pour, je cite, « désinfecter et nettoyer principalement linges et tapis qui ne sont qu'un amas d'ordures et d'infections avant les grandes chaleurs ». Un autre grand classique est le dégorgement des WC en raison de l'absence de vidange de la fosse par les occupants ou le bruit de nombreux carreaux. Parfois, il est également mentionné que les Allemands ont brûlé des meubles, comme au 20 avenue Grand Chêne ou au 13 avenue Anatole France. Mais souvent, les dégradations peuvent être plus importantes encore. Alors que le 10 avenue des Arts n'a été occupé que du
que du 3 août au 15 novembre 1940, il est totalement inhabitable par Germaine Pollard. L'état des lieux, dressé en 1941 par Henri Dubouc, architecte à Saint-Germain-en-Laye, est éloquent. La maison est dans un état de crasse généralisé. Les tentures sont toutes déchirées, les verrous cassés, les parquets abîmés. Les meubles sont détériorés, les sièges sont défoncés, le meuble console du salon a ses assemblages désarticulés et la commode est également en mauvais état. Le mobilier de jardin, resté dehors tout l'hiver, est inutilisable. La fosse des WC est bien évidemment pleine. Les cuvettes, lorsqu'elles ne sont pas détruites, sont engorgées de manière fécale. Et par suite de l'abandon de l'installation de chauffage central en état de service pendant les gelées, de nombreux éléments de radiateurs sont brisés et fendus. L'installation comprend 14 appareils, tous sont à réparer et plusieurs à remplacer entièrement. L'éclatement des circuits de chauffage en raison du gel est un classique dans les pavillons inoccupés équipés d'un système de chauffage central. Les Allemands, en partant, n'ont évidemment pas purgé les circuits. Alfred Bothio, au 8 avenue de Curti, en est également victime. L'autorité le prévient le 20 décembre que le 21, la partie de son pavillon muni du chauffage central, et où il n'habite pas, serait occupée, et que du charbon serait envoyé. Personne ne vient. Et les gelées font éclater quelques radiateurs. Il fait constater le dégât, les 27, à un employé de la mairie qui était venu lui annoncer que finalement, sa maison ne serait pas occupée et qu'il aurait pu purger les radiateurs. En 1943, la mairie comprend qu'il y a quand même des petits problèmes et que ça coûte cher. Et donc, elle décide de prendre le devant et, à l'arrivée de l'hiver, n'hésite pas à envoyer un courrier aux gardiens de certaines demeures réquisitionnées mais inoccupées pour leur demander de purger les circuits de chauffage et ainsi éviter les dégradations. Cependant, les Allemands ont manifestement des problèmes avec la plomberie française, puisque Louis-Jean-François, vous savez, celui qui avait prévenu le maire qu'il allait s'absenter quelques jours pour que sa maison ne soit pas réoccupée, explique que concernant les travaux nécessités par la réparation des dégâts causés par les troupes d'occupation, notamment celle du chauffe-bain, dont l'état absolument inutilisable à la suite d'un usage manifestement excessif et sans précaution, a pu être constaté par un employé communal. Au 32 avenue des Élantes, Maurice Koffer indique que tous les robinets de sa propriété ont carrément été arrachés par les Allemands, qui sont également partis avec plusieurs radiateurs. Alors, les résidences privées, dont on a beaucoup parlé, et qui sont les plus nombreuses dans les dossiers de réquisition conservés aux archives de la mairie, ne sont pas les seuls touchés par les dégradations. Les hôtels saint-mauriens sont également réquisitionnés et bien évidemment dévastés. Alors, juste un exemple, le 85 quai de la Varenne, c'est-à-dire aujourd'hui le château des Îles, est réquisitionné à partir du 27 mars 1941 et jusqu'au 18 août 1944, mais il n'est occupé que du 27 mars au 15 avril 1941, c'est-à-dire sur à peu près 3 semaines. Après le départ des 8 sous-officiers et des 56 hommes, c'est la désolation. Dans la salle de danse, le plafond, les murs, les boiseries et les peintures sont entièrement détériorées. La grande glace a été brisée par une balle de revolver. Toutes les ampoules ont été disparues. Le bar attenant à la salle de danse est détérioré puisque les portes ont été arrachées et le couvercle de la glacière en étain est parti avec l'occupant. Tout comme le dessus en marbre de la desserte. Une cuvette des WC est entièrement brisée et dans les cuisines règne un spectacle de désolation. La cuisinière est en ruine, la tuyauterie de gaz a été arrachée et vous avez partout des fils électriques qui pendent. C'est le même spectacle de désolation qui règne dans toutes les chambres. Cette présence, ces pillages, provoquent bien évidemment des réactions hostiles. Elles ont lieu très rapidement. Un soldat qui montait la garde au pont de Bonneuil est victime d'une tentative d'homicide, de même à Champigny dans la nuit du 14 au 15 octobre 1940. Et le 9 novembre 1940, Auguste Marin met en garde contre tout acte de sabotage. C'est donc bien qu'il y en a eu. Le 15 octobre 1942, un sous-officier est tué et 2 soldats sont blessés à 22h30, impasse Monniot. C'est une impasse qui est parallèle à l'avenue du Bac, près du pont de Chenevière. Enfin, le refus de la défaite d'une minorité, mais d'une minorité active, justifie la surveillance et la répression. Dès le 15 juin 1940, Saint-Maur est donc soumis au même régime que toutes les communes de la zone occupée. Les horloges sont avancées d'1 heure pour se mettre à l'heure allemande.
Le couvre-feu interdit toute circulation entre 21h et 5h le lendemain. Les drapeaux doivent être descendus à 19h30. Les réfugiés qui étaient encore hébergés dans l'école de Champignol ou au lycée Marcel-Barthelot doivent rentrer chez eux. En septembre, on note cependant qu'il y a toujours des réfugiés au lycée, car ils n'ont pas obtenu les papiers pour pouvoir rentrer chez eux. Le préfet de police, en accord avec les autorités allemandes, prend un arrêté réglementant l'ouverture des débits de boissons. L'ouverture des restaurants, cafés et autres débits de boissons à consommer sur place n'est autorisée que de 6h à 14h30 et de 17h30 à 20h30. Des prolongations peuvent cependant être accordées aux établissements qui reçoivent des militaires allemands, mais il leur sera absolument interdit de recevoir d'autres personnes après 20h30. Seuls les Allemands ont le droit de fréquenter les cafés passé cette heure-là. La danse, dans tous les établissements, même ceux spécialisés là-dedans, est également rigoureusement interdite. La mairie doit indiquer chaque semaine à l'autorité d'occupation le nombre de prisonniers libérés présents sur sa commune et le nombre de prisonniers en congé de travail qui habitent sur place. Une ordonnance du 27 septembre 1940 de l'administration militaire exige que toute entreprise juive porte une pancarte de 20 cm sur 40 avec l'inscription Jüdisches Geschäft, entreprise juive. En octobre 1940, l'administration militaire allemande décide de limiter l'octroi de permis de circuler, et pour obtenir un permis de circuler, il faut en faire la demande par un formulaire spécial que l'on trouve au commissariat. Pour les voitures de tourisme, même transformées, il n'en sera délivré que pour des motifs absolument indispensables et dans le cas où l'usage des transports en commun est rigoureusement impossible. Ne sont exemptés que les tracteurs qui servent à l'agriculture et les véhicules à moteur civil utilisés par les réfugiés pour rentrer chez eux. En octobre toujours, toute circulation est interdite après 23 heures. S'il est indispensable de sortir quand même, il faut se munir d'un papier où il est écrit « Arzt », médecin, et « Bam », sage-femme, ou « apothicaire », pharmacien. En cas de rencontre avec une patrouille, il faudra présenter ce papier au responsable, qui laissera alors la personne aller ou qui l'accompagnera chez le médecin, le pharmacien ou la sage-femme. En novembre 1941, la préfecture de police indique que par décision de l'administration militaire, la circulation des voitures de tourisme est limitée à un parcours mensuel de 500 km. Enfin, on invite tous les détenteurs d'effets militaires, que ce soit des soldats démobilisés ou d'effets militaires trouvés abandonnés, à les remettre à la mairie avant le 31 octobre 1940, qui les classera et les expédiera à la Kreiskommandantur. Ceux qui ne le font pas sont punis. La collecte s'achève le 31 octobre 1940 avec, vous le voyez, plus de 130 vestes et 118 culottes récupérées pour seulement 10 cravates, 4 paires de chaussures et 3 bidons. Quand même des choses un petit peu curieuses. De même, il est évidemment interdit de détenir des armes à feu. Il faut donc les déposer au commissariat de police. Ceux qui ne le font pas sont également punis et risquent jusqu'à la peine de mort. À la fin de septembre 1941, les habitants viennent donc déposer leurs armes au commissariat, revolvers, fusils de chasse ou de guerre, avec ou sans baïonnette. Il y a 16 dépôts en septembre 1941, 130 en octobre et 6 en novembre. Le registre du commissariat, qui est conservé aux archives départementales, indique ainsi qu'une femme a déposé une carabine, un fusil de guerre allemand, 3 revolvers, tandis qu'un homme a apporté à lui seul 55 fusils, 22 baïonnettes, 3 obus et un canon de mitrailleuse. Il était bien armé. Les colis aux prisonniers sont rationnés et particulièrement encadrés dès octobre 1940. Les prisonniers ont droit à un colis de 5 kg par chemin de fer tous les 2 mois, plus un colis de 1 kg par mois ou 2 colis de 500 grammes. Les colis ne doivent pas être cousus, mais seulement ficelés pour que les Allemands puissent en vérifier le contenu. Ils ne doivent contenir que des sous-vêtements, des lainages couleur kaki, s'ils doivent être visibles, et les denrées suivantes, sucre, chocolat, figues sèches, poitrine de porc fumé, pas trop grasse, saucisson sec, mortadelle, conserve, beurre salé en boîte, lait condensé, fruits en conserve, sardines à l'huile, tabac, mais seulement 450 grammes par mois, savon et pain d'épices. Les rondes nocturnes d'aviateurs ont montré que l'on voyait les lumières à Saint-Maur.
Le colonel Salfranck menace alors de sanctions très sévères les contrevenants. En décembre 1940, les messes de minuit de Noël sont interdites par l'occupant et la présence allemande se marque aussi dans le quotidien par toutes les directives qu'il convient d'appliquer, avec par exemple la disparition d'un certain nombre de livres qu'il faut épurer des bibliothèques, avec cette liste Otto qui a été imaginée par les Allemands, ou alors la liste Bernard qui a été faite par les imprimeurs qui se sont auto-censurés. Sur cette dernière, on note le retrait de bon nombre d'ouvrages critiquant le nazisme ou racontant curieusement la disparition des républiques allemandes. Ces ouvrages-là doivent disparaître des bibliothèques. On se demande pourquoi. Cependant, à sa mort, le bibliothécaire cache les livres interdits. Les autorités allemandes interdisent aussi toute manifestation de patriotisme. Le 14 juillet 1940, la ville est restée calme et aucun drapeau n'a été sorti. Mais le 11 novembre 1940 a entraîné des manifestations à Paris. On prend donc des mesures pour empêcher leur renouvellement. En 1942, une circulaire rappelle que le jour de la Toussaint, les cimetières seront ouverts pour que les familles puissent déposer des fleurs et qu'une gerbe au monument aux morts sera déposée par le maire avec 2 adjoints, mais absolument aucune manifestation pour commémorer la victoire de 1918 ne sera bien évidemment permise. Il est évidemment interdit de pavoiser le 14 juillet. Dans le même esprit, il est interdit de porter une broche en forme de croix de Lorraine. Toute société ou œuvre de bienfaisance désirant organiser une manifestation publique dans un but philanthropique devra obtenir les autorisations des autorités allemandes. Ainsi, l'Amicale des familles de prisonniers de guerre organise en octobre 1941 un gala au cinéma Le Dôme, actuel 4 Delta, au bénéfice des adhérents. Et là, les Allemands ont exceptionnellement autorisé la décoration tricolore. Le 4 mai 1942, les autorités allemandes créent un office de répartition de l'affichage, autrement dit ORAF, qui est chargé de contrôler et de viser toute proposition d'affichage dans le département. Les affiches portant ce visa de cet organisme peuvent être affichées, les autres doivent être arrachées. Les autorités allemandes, elles, ne sont pas tenues de respecter cette règle. Elles peuvent donc afficher ce qu'elles souhaitent. Il faut aussi retirer de l'affichage les affiches officielles de l'autorité militaire française qui doivent donc disparaître. Alors on va terminer sur un sujet qui est un petit peu plus amusant, qui est la détention de pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs font l'objet, depuis longtemps, de toutes les attentions. Déjà en 1932, les autorités militaires françaises avaient demandé un recensement complet des animaux en France. Dès le 20 septembre 1940, une circulaire exige un état complet du nombre de pigeons à Saint-Maur. Les bagues doivent être tenues à jour et les bagues des pigeons morts déposées en mairie. Par la suite, de nouvelles circulaires viennent compléter ou renforcer les contrôles le 18 octobre 1940, le 20 février 1942, le 23 janvier 1943, puis le 10 septembre 1943. Les restrictions affectent les hommes, mais également les volatiles. Ainsi, le 31 mars 1941, Papet, qui habite au 33 rue du Petit Parc, c'est l'avenue de la Libération actuelle, écrit au maire pour indiquer qu'il a 20 pigeons et que, faute de grains, il ne peut plus les nourrir. Que doit-il faire? Les tuer? Et les manger? Les donner aux Allemands? Ou demander du grain aux Allemands? On n'a pas la réponse du maire, mais il n'a plus de pigeons après. Donc soit il les a mangés, soit il les a donnés, mais on ne sait pas. Je dis de les manger parce que dans d'autres dossiers sur les pigeons voyageurs, il est indiqué qu'un des pigeons a disparu et l'enquête est faite et la personne indique qu'il était blessé, qu'il est allé à la commandanture de Nogent et qu'on lui a dit « bouffez-le votre pigeon ». Donc il l'a mangé, il n'y a plus de traces. La réponse ne satisfait absolument pas l'employé communal qui est venu faire l'enquête et qui trouve qu'il ne fallait pas manger le pigeon, je précise. Donc, bilan en 1943. Il ne reste plus que 6 propriétaires de pigeons sur la commune. Vous avez Arthur Santerre, mutilé de guerre à 100%, qui habite au 154 boulevard de la Pie et qui possède 2 pigeons. Vous avez Gustave Dupin, sans profession, 25 rue Revol, c'est l'actuelle rue Édouard Valgrand, qui lui possède 10 pigeons, c'est juste derrière la mairie. Vous avez Marcel Michy, qui est un camionneur,
55 rue du Petit Bois, c'est-à-dire l'actuelle rue Louis Braille, qui a 7 pigeons. Marcel Mandrilly, qui est un bottier, 4 avenue des Zélandes, qui a 26 pigeons. Et Suzanne Trenel, sans profession, 85 avenue de Marinville, avec ses 5 pigeons. Et Raymond Fourneau, industriel, au 53 avenue de Condé, avec 19 pigeons. Pourquoi cette carte est intéressante? Parce qu'elle montre que finalement, mis à part le propriétaire de Pigeons de Lapie, ces propriétaires habitent finalement dans un périmètre assez restreint et très spécifique sur la ville. Donc, il faut, chaque fois qu'un volatile disparaît, il faut évidemment justifier sa disparition. Et ainsi, vous avez des enquêtes qui sont faites à chaque fois. Le 20 décembre 1941, Madame Trenel a le regret de constater la disparition d'un de ses pigeons, mangé par une fouine, a priori. Un appariteur de la mairie se déplace donc chez elle, observe les plumes du disparu et constate qu'a priori, oui, il a été mangé. De même, le 9 décembre 1943, M. Mandrilly constate que 5 de ces pigeons voyageurs ont disparu, sans doute mangés par un chat, comme le dit la lettre qu'il écrit au maire pour lui signaler la chose, mais il ajoute qu'il fera tout son possible pour que cela ne recommence pas. A l'inverse, toute personne qui apporte un pigeon voyageur à la commandanture de Nogent peut recevoir une récompense pouvant aller jusqu'à 1000 francs. Le 16 juin 1942, Pierre Laval lance la relève. Pour rappel, c'est l'idée que 3 ouvriers français peuvent entraîner la libération d'un prisonnier. Devant le peu de succès de cette mesure, le 4 septembre 1942 est décrétée la première réquisition des hommes de 18 à 60 ans pour le travail obligatoire. D'autres décrets suivent en novembre, puis en janvier 1943. On classe les hommes en 4 groupes célibataires, mariés, mariés avec un enfant, mariés avec plus d'un enfant. Chaque usine doit fournir des hommes qui, après une visite médicale, sont déclarés aptes pour l'Allemagne. Un certain nombre se cachent immédiatement, ou se sauvent, ou disparaissent dans la nature lors d'une première permission. Les familles sont alors accablées de contrôle. En 1945, 594 hommes et 90 femmes reviennent d'Allemagne. Parmi les hommes, nombreux sont les travailleurs requis par la loi de Vichy, mais on trouve aussi des travailleurs victimes de rafles et au moins un travailleur volontaire dans le cadre de la politique dite de relève, avec l'idée de libérer son fils prisonnier. Les 90 femmes sont toutes volontaires. Les motivations sont très variées. Certaines femmes pensent, probablement à tort, être plus libres en Allemagne. D'autres y vont pour accompagner leur mari ou, tout simplement, pour y retrouver un mari prisonnier. Les autorités allemandes surveillent la population avec la complicité ou la collaboration des autorités françaises. Ainsi, dès le 9 septembre 1940, des communistes sont arrêtés parce qu'ils distribuaient des tracts et sont livrés aux autorités allemandes. D'autres arrestations suivent en octobre et novembre, toujours des communistes. Des gaullistes, des juifs, sont aussi arrêtés par la suite, souvent sur dénonciation. La Gestapo, dirigée par Jurasek, fixe ces quartiers, on l'avait vu dans la libération de Saint-Maur et la conférence de juin dernier, au 108 boulevard de Créteil. Les interrogatoires sont souvent suivis par un emprisonnement, une déportation ou une exécution. Le 26 juin 1945, une liste de déportés et internés revenus est dressée. Elle comporte 72 noms, mais elle est évidemment incomplète, puisque Germaine Tillon n'est pas sur la liste. Parmi les fusillés, on relève le nom de Robert Alcoulombre, fusillé le 11 février 1942, Roger Yabès Subté, le 11 février 1942 également, Édouard Valran, le 20 novembre 1943, Marie et Georges Benoît, fusillés le 20 août 1944. 4 gardiens de la paix fusillés à Vincennes ou morts à Paris, Fernand Moreau, Marcel Ricard, Bernard Herbet, Kléber Vergne et Louis Yadet. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Que de ces 50 mois d'occupation, seuls les collaborateurs, les profiteurs du marché noir et les péripapéticiennes de Saint-Maur ont tiré profit de cette situation. Une petite minorité d'habitants s'est révoltée et a préparé la libération. Le retour à la normale s'opère avec le retour des prisonniers et des réquisitionnés du STO à partir de juin 1945.
Mais l'énorme majorité de la population a pris conscience, dès 1942, que l'avenir du pays était en jeu, et malgré toutes les difficultés matérielles, n'ont pas hésité à faire des enfants. C'est le début du baby-boom. Merci Aurélien pour cette conférence dense, originale et menée d'une main de maître. Nous avons quelques temps pour les questions. J'en ai une. Donc, si l'on connaît bien, grâce à vous, la présence des Allemands au début de l'occupation, qu'en est-il en 1944 ? Ils sont beaucoup moins nombreux ? Alors, ils sont beaucoup moins nombreux. Difficile de dire exactement combien ils sont d'Allemands puisqu'on n'a pas des chiffres. Ils occupent un nombre plus réduit de maisons, plus autour du parc Saint-Maur et donc de l'avenue des Arts, qui reste vraiment leur base forte. Mais on a certains gradés qui, eux, habitent à La Varenne ou à Champignol, dans ces grandes propriétés, comme celle du docteur Tapon, qui ne se n'est libéré qu'après le 25 août 1944. Et donc à La Varenne, c'est pareil. Les grandes propriétés pour les officiers de haut rang sont en dehors de l'avenue des Arts, tandis que le reste de la troupe s'est replié autour de l'avenue des Arts. Maintenant, savoir combien ils sont, c'est très difficile. Bonsoir Aurélien. Dans le cadre des réquisitions de matériaux par les Allemands, peux-tu nous donner un petit mot sur la statue de Maurice Berthaud dans l'endroit symbolique qui était les 4 chemins. Et deuxième point, petit détail, mais les 2 petites statues de lions qui ornent le square des 2 Lions étaient à l'époque sur les piliers d'une propriété. En fait, comment des petits éléments comme ça qui pouvaient être tout à fait récupérables ont-ils échappé à la réquisition ? Difficile de le dire. Alors, on a des documents qui indiquent que les propriétaires privés sont invités à apporter leurs objets en métal. C'est rue Lafayette, d'ailleurs, dans les entrepôts qui sont de la rue Lafayette. Et il est demandé, d'ailleurs, à Antoine Chiclin de s'y rendre pour vérifier qu'il n'y a pas des objets précieux d'une culture française pour les rendre. Donc, pour ce qui est privé, concernant ces lions qui étaient sur une propriété privée, il était plus difficile pour les Allemands de les récupérer si les gens ne les apportaient pas. Contrairement au statut public, qui pouvait être récupéré facilement et être fondu, puisque ça appartenait à la ville, ils s'en moquaient, ou en tout cas à la nation. Donc c'est... Comment dire ? Oui, mais ils appartiennent à une personne privée, donc c'est plus compliqué. Si elle ne les apporte pas, c'est plus difficile de les récupérer si elles ne rentrent pas dans une catégorie que l'on peut facilement spolier. Les Allemands n'ont pas été réquisitionner tous les objets en métal chez les gens. Ah oui, donc sur Maurice Berthaud, il fait partie de l'autre catégorie. Tu parles de quel statut ? Qui est toujours... Oui, des 4 chemins qui est dans la caserne ? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc ça rentre dans la catégorie des statuts qui étaient sur la voie publique et donc qui pouvaient être saisis par les Allemands parce que sur la voie publique. Ce qui est plus étonnant. Oui, on a laissé le socle parce qu'il n'y avait pas de raison de le retirer, parce que ça allait dépenser de l'argent. Donc, pour une raison d'économie, il est resté. Il y avait, je pense, d'autres dépenses plus urgentes à faire. Ce qui est plus étonnant, c'est la non-saisie du buste qui se trouve dans la cour de la caserne, enfin dans le petit jardin de la caserne actuellement des pompiers, et qui a totalement échappé aux Allemands, alors même que c'était un bâtiment semi-public, puisqu'il y avait les pompiers qui étaient dedans. Donc il y en a un qui a échappé, mais si on regarde le buste qui était également le long de l'école Michelet, il a également fait les frais de la fonte. Je pense que le bus dans la caserne, le bus d'Henri Martin, n'était pas visible. Oui, il n'était pas visible. Enfin, il était dans un lieu, il n'était pas visible de la voie publique. C'est pour ça qu'il y a échappé, effectivement, mais dans un bâtiment public quand même. Merci. Oui, je voudrais revenir sur la déportation.
Dans l'état actuel des connaissances ou dans l'état actuel des recherches, on estime que 219 personnes ont été déportées de Saint-Maur, 90 au titre de la répression et 129 au titre de l'extermination. Mais vous avez raison de signaler que les listes ne sont pas tout à fait au point. Enfin, toujours est-il que pour ce qui est de la répression, on a 54 personnes mortes sur les 90. Et pour ce qui est de l'extermination, on a 123 personnes mortes, mais 6 dont on ne connaît pas le sort et dont il est malheureusement plus que probable que le sort a été aussi malheureux que les autres. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que ce n'est pas au point. Vous avez mentionné le cas de Germaine Tillon, parce que la recherche continue là-dessus. De même que la recherche sur les sauvetages. Donc, j'ai appris récemment, grâce à M. Chillon, qu'une dame de l'Ardèche était tombée par hasard sur un agenda d'étudiants qu'elle avait acheté dans une brocante ou dans une vente de livres. Et puis, à la lecture de cet agenda, il s'est révélé que c'était un livre de ménage d'une dame, mais aussi un livre où on codait des sauvetages d'enfants organisés par l'inspecteur général de la Seine, qui avait des liens familiaux avec la Drôme, avec Châtillon-en-Diois, qui est une commune protestante. Et donc, on a exfiltré des enfants de Saint-Maur et probablement des enseignants juifs, eux aussi, qui ne pouvaient plus rester dans ce qu'on appelait alors l'instruction publique. Et une adresse est donnée dans cet agenda, le 17 avenue de Tunis. Donc il faudrait chercher à savoir si on peut trouver des indices. C'est très difficile, mais à mon avis, ce n'est pas impossible. De même qu'on cherche à savoir ce qui se passait dans la maison de Madame Petit, qui était une maison de santé et de repos, où ont été raflées au mois de mars 1944 3 personnes, dont on connaît les noms, mais dont on aimerait bien savoir quels ont été les responsables. Est-ce que c'est la police française? Est-ce que c'est des commandos de Drancy? Enfin bref. Donc, tout ça, simplement pour dire que les recherches sont loin d'être achevées sur toutes ces questions-là, comme sur bien d'autres, notamment celles que vous avez soulevées. En tout cas, je vous remercie pour votre prestation. Je vous en prie. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on est très très loin d'avoir tout découvert. D'une part parce que les archives communales, pour commencer, sont d'une très grande richesse, je vous l'ai dit, mais ont été aussi soigneusement, orientées par Antoine Chiclin, qui a laissé je vous l'avais expliqué en juin dernier, il a sélectionné les résistants qui étaient digne, selon lui, de passer à la postérité, et il a fait disparaître tous les autres. Donc on a un groupe qui est absolument fantastique, on a des sources exceptionnelles, tous les autres groupes n'existent pas. Et on a également des petits mots qui ont été glissés très étonnamment par Antoine Chiclin, qui n'ont rien à faire dans les archives. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas rapport avec les personnes déportées, mais sur la récupération des métaux, il a glissé un courrier qu'il n'a jamais envoyé à quelqu'un, et il a rajouté sur l'enveloppe pourquoi il ne l'avait jamais envoyé. Et curieusement, ce courrier qui n'a donc aucune existence égale se retrouve dans les archives de la ville. C'est un petit cadeau d'Antoine Chiclin et probablement un petit clin d'œil sur une personne qu'il jugeait certainement collabo. Donc, on laisse une petite trace, l'histoire verra. Donc, il y a également donc il y a déjà ça, et puis ensuite, il y a aussi des lacunes très curieuses qui s'expliquent mal. Par exemple, aux archives communales de Champigny, on trouve toutes les archives sur l'épuration. Il y a, a priori, il devrait y avoir la même chose à Saint-Maur. Dieu seul sait où Antoine Chiclin l'a rangé, s'il l'a bien archivé. Pour le moment, on n'a pas encore mis la main dessus. Ça, c'est pour les archives municipales. Si on va aux archives départementales, il y a aussi beaucoup de choses, mais qui sont éparpillées. Parce qu'on a des archives concernant Saint-Maur qui sont aux archives de Créteil, ce qui est logique, mais on a également beaucoup d'archives, là pour l'épuration, qui a priori se trouvent dans le département de la Seine, c'est-à-dire à Paris.
Et manifestement, avec un travail de dépouillement qui s'avère être chercher une aiguille dans une botte de foin, puisque tout est classé par ordre alphabétique et non pas par commune. Et l'épuration, dans le département de la Seine, il n'y avait pas que Saint-Maur à épurer. Il y avait beaucoup de communes. Il y avait Paris. Donc, effectivement, celui qui va s'amuser à dépouiller ses archives va bien s'amuser, parce qu'il y a des kilomètres linéaires d'archives. Alors, on trouve aussi, et là je vais rejoindre votre propos sur les personnes déportées, à la lecture des dossiers de réquisition que j'ai dépouillés, il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup frappé, dont je n'ai pas parlé parce que ça concernait plutôt le sort réservé aux Juifs à Saint-Maur. Vous avez par exemple un propriétaire juif qui habite boulevard de Champigny, qui sent qu'il est préférable de partir en province, donc qui quitte sa maison, et qui meurt en déportation parce que raflé du côté d'Albertville de mémoire en juin 1944. C'est pas de peau. Il a fui et il s'est fait rafler en province. À l'inverse, on a des personnes qui sont totalement inconscientes et qui, en 1943, écrivent à la mairie pour dire « Oui, oui, je suis juif, et voici mon adresse en Bretagne, etc., avec mes coordonnées, donc il faudra m'écrire à tel endroit. » Plus près, on a une personne qui dit dans son courrier, voilà, je suis de confession juive, donc je ne peux pas travailler, c'est pourquoi j'aimerais pouvoir cultiver mon lopin de terre qui est à tel endroit, avec mon neveu qui habite à tel endroit, qui est juif aussi, et on a toute la famille et toutes les adresses. Et alors là, ça rejoint à chaque fois qu'on trouve ça, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter les travaux qui ont été remarquables, qui ont été faits pour voir s'ils sont recensés dans les personnes qui ont été arrêtées, raflées et malheureusement exterminées. Et vous n'allez pas me croire, ces gens inconscients, ils ont tous survécu, a priori. Celui qui est parti en province se cacher, raflé, les autres qui écrivent n'importe quoi et qui donnent leur adresse, ont survécu. Donc il y a des choses qui sont surprenantes. Et effectivement, on est très 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 loin d'avoir tout découvert, sachant qu'on a un souci qui est sur ce cas particulier des personnes qui ont sauvé soit des résistants, soit des juifs, soit d'autres personnes, qui est que ces gens ont estimé que ce qu'ils avaient fait était juste leur devoir. Donc ils se sont tus. Ils n'en ont pas raconté, ils ont fait ce qu'ils estimaient être normal, point. Si on prend l'exemple de l'abbé Morel à la Varenne, l'abbé Morel qui a participé au sauvetage d'un grand nombre de personnes. Après la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé la moitié de ses archives. Et il a fait jurer à des paroissiens fidèles qu'à sa mort, il faudrait brûler l'autre moitié. Ce qui fait qu'à Saint-Hilaire, ils n'ont aucune archive de l'abbé Morel, mais en prime, ils n'ont aucune archive de la construction de l'église par l'abbé Morel, puisque c'était au même temps avec ses archives. Donc ils n'ont aucun document, tout a cramé. Pourquoi? On ne sait pas, mais on peut supposer que l'abbé Morel ne souhaitait pas que l'on trouve soit des informations compromettantes sur des paroissiens de la Varenne, qui pouvaient peut-être se trouver dans les papiers, ou tout simplement parce qu'il estimait que ce qu'il avait fait était normal et qu'il ne souhaitait que ce soit oublié, qu'on passe à autre chose. Ce qui évidemment ne facilite pas la tâche des historiens. Et je sais que sur la paroisse de Saint-Hilaire, ça pose un certain nombre de soucis parce que, comme m'a indiqué le curé actuel, s'il n'y avait pas l'église, s'il n'y avait pas la signature de l'abbé Morel sur tous les actes de baptême, mariage, etc., c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il n'y a rien. Donc, c'est effectivement des recherches qui peuvent éclore à la faveur d'un décès où les gens retrouvent un carnet et intelligemment ouvrent le carnet avant de le jeter à la poubelle et constatent que c'est intéressant. Ça peut être évidemment des témoignages qui peuvent ressortir, ça peut être au détour d'un dossier, une information, mais on est très 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 loin d'avoir tout découvert, et rien que sur une commune qui est Saint-Maur. Et je vous dis, on pourrait en écrire, enfin on pourrait faire une conférence qui dure une journée entière, sur ce sujet uniquement de Saint-Maur sous l'occupation, et uniquement avec les archives qu'on a à notre disposition. D'autres questions? Plus de questions. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt puisque le 14 janvier,
Veille de la Saint-Maur, nous aurons la chance d'avoir une conférence sur Saint-Maur-des-Fossés à la Renaissance sous les du Bellay, par un spécialiste de la question, excusez-moi, et avec plein d'éléments tout à fait novateurs et inédits. Donc, je vous dis au 14 janvier avec grand plaisir. Bonne soirée. Et j'ajouterais que j'essaierai de vous passionner autour de ce personnage de Jean du Bellay, très haut en couleur, ambassadeur de François Ier, cardinal, et qui a bouleversé totalement la seigneurie de Saint-Maur. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce n'est pas le prince de Condé, mais c'est Jean du Bellay qui a créé le grand parc et le petit parc. C'est lui qui a transformé le territoire de la Varenne en réserve de chasse et chassé tous les habitants par des moyens pas toujours très tendres. Et c'est lui qui a commencé le premier château de Saint-Maur et créé des jardins méditerranéens, etc., etc. Vous découvrirez tout ça.